Ils ont construit des châteaux où personne n'a jamais vécu, des villes pour des millions qui ont fini par résonner comme des tombes, des villes entières englouties par le sable, noyées par la mer ou brûlées de l'intérieur. Les trésors appartenaient à deux villes englouties qui étaient inconsidérées comme des mythes. Voici notre correspondant en art, Brendo Imanis. Ces lieux étaient bon censés prospérer jusqu'à ce que quelque chose tourne terriblement mal. Des ruines arctiques aux illusions désertiques, vous ne croirez pas à quel point les rêves Setsunna se sont effondrés rapidement. Et quand vous entendrez pourquoi des milliers de personnes ont fui Pripyat du jour au lendemain, vous comprendrez pourquoi personne n'est jamais revenu. Numéro 20. Burj al-Babas, Turquie. Ils voulaient un conte de fées luxueux. Au lieu de cela, ils ont obtenu des rangées de Shtavatnji de châteaux vides. En 2014, le groupe Saro a commencé à construire plus de 700 mini-palais en pierre à Mudurnu, une ville nichée entre Istanbul et Ankara. Chacun était stylé comme un château français, avec des tourelles imposantes. Les prix ? Entre 360 000 et 530 000 dollars par unité. Le marché cible ? Des acheteurs riches du Moyen-Orient. Il y avait de grands projets, un centre commercial, des spas thermaux, même un cinéma, tous alimentés par les sources chaudes de la région, où l'eau souterraine bout à plus de 150 degrés Fahrenheit. Mais en 2018, seulement environ la moitié des maisons avaient un peu des acheteurs. Ensuite, l'économie s'est effondrée. Les prix du pétrole ont chuté, les investisseurs ont disparu. L'entreprise devait plus de 27 millions de dollars et a fait faillite. Aujourd'hui, Burj al-Babas est une fantaisie figée. Des centaines de coquilles de châteaux, sans vie et enfermées d'extrants derrière des clôtures. Les habitants ne l'ont jamais aimé. Les écologistes détestaient l'abattage des arbres, et pourtant, cela reste là, entend la campagne turque avec des rêves inachevés. Numéro 19. Ville d'Ordo, Mongolie intérieure, Chine. Si Burj al-Babas était un conte de fées interrompu, la ville d'Ordo était un méga-rêve qui a dépassé la réalité. Construite pendant le boom du charbon au début des années 2000, le district de Kangbashi en Mongolie intérieure était censé être le joyau couronné de l'expansion moderne de la Chine. Les fonctionnaires du gouvernement ont investi des milliards, planifiant une ville futuriste pour plus d'1 million de personnes sur 130 miles carrés. Rues, tours, stades, tout était construit. Mais en 2009, la plupart des bâtiments étaient en vide. Les gros titres internationaux l'ont qualifié de ville fantôme. Surtout après que la journaliste Melissa Chan a traversé des quartiers calmes avec plus de chiens errants que de résidents. Mais certains disent que cette étiquette était injuste. Mais qu'en est-il de cette histoire de ville fantôme ? Pensez-vous que chiens errants que de résidents ? Mais certains disent que cette étiquette était injuste. L'auteur Wade Shepard l'a qualifiée de travail en cours. Et il avait raison. En 2017, la population avait atteint plus de 150 000. Mais cette croissance a eu un coût. Les résidents étaient souvent des travailleurs déplacés par le gouvernement. La qualité des infrastructures a été remise en question. Certains bâtiments se sont fissurés en quelques années. Pourtant, en ce moment, Kangbashi est vivant, en quelque sorte. Il y a un musée, une bibliothèque et une montée lente mais régulière de la population. Mais c'est toujours une ville qui a couru avant de pouvoir ramper. Tout éclat, peu d'âme. Numéro 18. Pripyat, Ukraine. Ensuite, il y a Pripyat, non pas abandonnée par l'économie, mais par la catastrophe. Construite dans les années 1970 pour loger les travailleurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl, Pripyat était une ville modèle soviétique. Près de 50 000 personnes y vivaient, la plupart étant des jeunes familles. Elle avait tout. Écoles, hôpitaux, magasins, cinéma et même un parc d'attractions avec une grande roue prévue pour ouvrir le 1er mai 1986. Mais le 26 avril, le réacteur 4 a explosé. La pire catastrophe nucléaire de l'histoire s'est déroulée à 3 kilomètres. La partie troublante, les résidents n'ont pas été informés immédiatement. L'évacuation n'a commencé que 36 heures plus tard. Des bus sont arrivés, les familles sont parties pensant revenir dans quelques jours. Elles ne sont jamais revenues. Aujourd'hui, Pripyat est figé dans le temps. Les tableaux noirs ont encore des leçons écrites dessus. Des jouets gisent sur le sol. La nature a pénétré, reprenant chaque fenêtre et chaque mur. Ce n'est pas seulement une ville fantôme, c'est une capsule temporelle. Et avec la montée du tourisme noir et des médias sur Tchernobyl, elle est devenue un symbole, non pas d'abandon, mais de la rapidité avec laquelle tout peut changer. Numéro 17. Craco, Italie. Certains endroits s'effacent lentement. Craco, dans le sud de l'Italie, s'est effondré pouce par pouce.
Fondée avant le XIe siècle, la ville perchée se tenait à 400 mètres au-dessus de la vallée, protégée par des falaises et couronnée de palais nobles. Elle avait des universités dans les années en 1300, des châteaux utilisés comme prisons et des maisons transmises de génération en génération. Mais elle n'a pas pu échapper à la nature. Une peste a frappé en 1656, tuant des centaines de personnes. Dans les années de 1800, l'agriculture a échoué et plus de 1000 habitants ont fui vers l'Amérique. Puis sont venus les glissements de terrain. En 1963, des infrastructures défectueuses ont provoqué un glissement de terrain. Le terrain de football avait disparu et même le mur de soutènement censé protéger contre les glissements de terrain avait disparu. En 1980, après une inondation et un tremblement de terre, la ville a été abandonnée pour de bon. Mais elle n'a pas été oubliée. Aujourd'hui, Cracow est célèbre d'une manière différente comme toile de fond cinématographique. De la Passion du Christ à Quantum of Solace, c'est une ville fantôme avec des crédits hollywoodiens. Et des légendes persistent aussi, comme l'histoire de la relique de Saint Vincenzo, qui a refusé d'être volée. « Emmène-moi chez moi et donne-moi de la musique », aurait murmuré une voix. Et chaque année, la musique résonne encore à Cracow en son nom. Numéro 16. Rogù di Vecchio, Italie. Comme Cracow, Rogù di Vecchio s'accroche à une falaise, mais dans ce cas au mont Aspromonte. Fondé vers l'an 1050, le village était perché au-dessus de la rivière Amendolia. Il était rugueux, éloigné et ancien. Les gens parlaient en gréco, un dialecte enraciné dans les anciens colons grecs. Même le nom Rogoudi est pensé pour venir de mots signifiant plein de crevasses ou rudes. Et c'était le cas, la vie là-bas était isolée, avec des chemins étroits et un terrain dangereux. Mais la catastrophe a finalement poussé les résidents à partir. En 1971 et à nouveau en 1973, des inondations et des glissements de terrain ont frappé. Il est devenu trop dangereux de rester. Le gouvernement a ordonné une évacuation et un nouveau règlement, Ragudi Nuovo, a été construit sur la côte. L'ancienne ville a été laissée derrière. En ce moment, Rogù di Vecchio se tient en silence. Montez un endroit où vous pouvez dormir. La nature est désormais le seul résident. La mousse couvre les sols, les arbres poussant à travers les fenêtres, pourtant les voyageurs viennent encore, attirés par la beauté troublante d'un lieu qui parlait autrefois grec sous le ciel italien et maintenant murmure à travers le vent. Si vous n'avez pas encore abonné et lié, allez-y. Vous ne voulez pas manquer ce qui arrive ensuite. Numéro 15. Hutuan, Chine. Des falaises aux côtes, nous nous dirigeons maintenant vers l'île Shengshan, à l'est de Shanghai. Hutuan était autrefois un village de pêcheurs animés. Dans les années 1950, plus de 3000 personnes y vivaient, gagnant leur vie grâce à la mer. Ils avaient des maisons empilées en un sur des collines verdoyantes, une école et un port fonctionnel. Mais l'emplacement était difficile. Les livraisons étaient compliquées, les écoles et les services médicaux étaient éloignés. Et à mesure que la pêche devenait plus compétitive, les habitants ont commencé à partir. Nous pouvons voir que tout le village semble complètement désert. En 2002, Hutuan était abandonné. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. La nature n'a pas seulement pris le dessus, elle l'a fait magnifiquement. Des vignes ont englouti les maisons, des plantes se sont enroulées autour des portes. Tout le village est devenu vert. Des photos de ce village en train de disparaître sont devenues virales en 2015. En 2017, une plateforme d'observation a été construite. Maintenant, jusqu'à 90 000 touristes visitent chaque année. Certains anciens habitants sont revenus en tant que guides. Hutuan peut être vide, mais elle n'est pas oubliée. Preuve que même après qu'une ville s'efface, elle peut fleurir à nouveau de manière inattendue. Numéro 14. Île Ashima, Japon. Des collines verdoyantes aux mers de béton, l'île Ashima, également appelée Gunkanjima, ou l'île de la bataille, se trouve au large de la côte de Nagasaki, au Japon. Le charbon y a été découvert en 1810, mais l'exploitation minière sérieuse n'a commencé qu'à la fin des années 1880, lorsque Mitsubishi a pris le contrôle. Ils ont construit des murs maritimes, des blocs de logement et le premier gratte-ciel en béton armé du Japon d'ici 1916. À son apogée, en 1959, Ashima avait plus de 5000 personnes entassées dans un espace de moins d'1 km². C'était l'endroit le plus densément peuplé de la Terre. Mais tout cela n'était pas une fierté historique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des travailleurs forcés coréens et chinois ont été contraints de travailler dans des conditions brutales. Des centaines sont morts.
Lorsque le charbon a décliné dans les années 60, Ashima a également décliné. Mitsubishi a tout fermé en 1974. L'île a été laissée à la mer. Pendant plus de 30 ans, elle est restée abandonnée, une dalle de béton fantomatique. Mais en 2009, elle a rouvert au tourisme. Et en 2015, elle a été ajoutée à la liste de l'UNESCO, non sans controverse compte tenu de son histoire. Ashima se dresse maintenant comme un avertissement et un témoin. Numéro 13. Bodhi, Californie, États-Unis. Si Ashima était piégé par l'industrie sur une île, Bodhi était le Far West, figé dans la poussière. En 1859, William S. Bodhi a trouvé de l'or près du lac Mono. Il est mort dans une tempête de neige peu après, mais la ville qui a pris son nom a explosé en ville prospère. En 1879, Bodhi comptait près de 7000 personnes, 2000 bâtiments et une réputation de danger. On disait « Au revoir Dieu, nous allons à Bodhi ». Des saloons bordaient les rues, les duels étaient en normaux. Mais aussi vite qu'elle a monté, Bodhi est tombé. L'or s'est épuisé. Les gens sont partis. Des incendies en 1892 et 1932 ont ravagé une grande partie de la ville. Au milieu du XXe siècle, Bodhi était presque disparu, mais pas oublié. En 1962, la Californie en a fait un parc historique d'État. Depuis que cet endroit est devenu un parc historique d'État, il est devenu illégal de prendre l'un des artefacts qui restent. Aujourd'hui, Bodhi est préservé dans un état de décomposition arrêté. Vous pouvez marcher dans ces rues, jeter un œil à l'intérieur des maisons, voir des lits, des livres et des bouteilles de bière laissées derrière. C'est le vieux Ouest, en pause, pas effacé. Numéro 12. Pyramiden, Svalbard, Norvège. Pyramiden n'était pas seulement froide, c'était l'Union soviétique dans l'Arctique. Nommée d'après une montagne voisine en forme de pyramide, la ville charbonnière a été construite par la Suède en 1910 et vendue aux Soviétiques en 1927. Ils l'ont transformée en un paradis gelé, avec des serres, des fermes de porcs, une salle culturelle et la statue de Lénine la plus septentrionale du monde gardant la place de la ville. Dans les années 1980, environ 1000 personnes, principalement des Ukrainiens, y vivaient. Mais l'exploitation minière du charbon par des températures inférieures à zéro n'était pas bon marché. Après l'effondrement de l'URSS, l'argent s'est tari. En 1996, un accident d'avion a tué plus de 140 travailleurs. 2 ans plus tard, la ville a complètement fermé. Avance rapide jusqu'à maintenant, Pyramiden est figé dans le temps. Les bâtiments se tiennent encore. Les pièces ont encore des machines à écrire, des tasses à café, même des pianos. Quelques gardiens reviennent en été pour guider les touristes. Mais pendant la majeure partie de l'année, Pyramiden est silencieuse, un fantôme soviétique enveloppé de neige, regardant sur des eaux glacées, son marteau et sa faucille toujours intacts. Numéro 11. Akharmara, Abkhazie. Ensuite, Toto, nous nous dirigeons vers la mer Noire, vers une ville construite par la guerre et détruite par elle. Akharmara, fondée en 1938, a été créée par l'Union soviétique pour les mineurs de charbon. Après la Seconde Guerre mondiale, des prisonniers de guerre allemands ont été amenés pour la construire. Le résultat ? Une ville remplie d'architecture, de style européen, de bâtiments arqués, de balcons élégants et d'une gare paisible. Elle ressemblait plus à l'Allemagne qu'à la Géorgie. Dans les années 1970, 5000 personnes appelaient Akharmara leur foyer, mais les années 80 ont apporté un effondrement économique. Puis, en 1992, la guerre a éclaté entre la Géorgie et l'Abkhazie. Des bombes tombaient, des familles fuyaient, des bâtiments se fissurèrent, seuls quelques habitants restaient. Aujourd'hui, environ 35 personnes demeurent. Les autres, disparus. La nature a repris le dessus. Des arbres poussent à travers les sols, du lierre grimpe sur les murs des appartements, des chèvres errent librement à travers des marchés silencieux. Akharmara se dresse encore, à moitié belle, à moitié ruinée, une ville hantée par l'histoire, mais trop fière pour tomber complètement. Numéro 10. Kolmanskop, Namibie. Peu de temps après, les chercheurs de fortune sont arrivés. Et en 1912, Kolmanskop était une ville riche dans le désert. Que se passe-t-il lorsque les diamants se transforment en poussière ? Kolmanskop, dans le désert du Namib, répond à cette question. En 1908, un cheminot nommé Zacharias Lavala a trouvé une pierre brillante près de Lüderitz. C'était un diamant, et l'un des plus grands producteurs de diamants au monde. Les colons allemands se sont précipités.
En quelques mois, Coleman Scott s'est épanoui en une utopie désertique, avec un théâtre, une usine de glace, une école, un hôpital et la première machine à rayons X d'Afrique australe. À son apogée, elle comptait plus de 1000 travailleurs et suffisamment de diamants pour rendre les gens riches du jour au lendemain. Mais le boom n'a pas duré. Dans les années 1920, des champs de diamants plus riches ont été découverts plus au sud. Les résidents ont fait leurs valises. En 1956, la ville était déserte. Le désert a envahi les lieux. Le sable a enseveli des maisons. Le vent hurlait à travers des fenêtres brisées. Aujourd'hui, Coleman Scott est le rêve d'un photographe. Des maisons fantômes remplies de dunes de sable jusqu'aux genoux, des portes à moitié englouties, des lustres suspendus au-dessus du vide, son luxe et sa décadence enfermés dans la même pièce. Numéro 9. Goldfield, Arizona, États-Unis. Maintenant, nous sommes de retour dans l'Ouest américain, près des montagnes Superstition. Goldfield est né en 1892 après que des prospecteurs ont découvert un filon d'or. En quelques semaines, une ville a vu le jour. Des saloons, des maisons de pension, une école, une boucherie et plus d'une douzaine de commerces bordéant les rues. À son apogée, Goldfield comptait environ 4000 habitants. Mais sous l'excitation se cachait un problème. Le filon d'or était instable. En 1898, il s'est effondré, emportant avec lui les rêves de la ville. Le bureau de poste a fermé, les commerces ont disparu, Goldfield est devenu un fantôme. Un bureau de poste a été établi dans cette colonie minière, la transformant officiellement en ville. Au début des années 1900, l'entrepreneur George Hugh Young a essayé de la raviver, en la renommant Youngsburg et en ouvrant de nouveaux puits. Cela a fonctionné brièvement. Au début des années de 1900, un homme d'affaires prospère nommé George Young a introduit des équipements miniers modernes et a décidé de relancer les mines. Mais lorsque Young est mort en 1926, la seconde chance de la ville s'est évanouie. Pendant des décennies, Goldfield est restée silencieuse. Puis, en 1984, Bob Scouse a acheté le site et a commencé à le restaurer en utilisant des plans originaux et des structures survivantes. Aujourd'hui, elle se dresse comme un musée vivant. Vous pouvez visiter les anciennes mines, entendre des reconstitutions de fusillades ou prendre une root beer au saloon. Goldfield a peut-être disparu 2 fois, mais elle a retrouvé son chemin, non pas en tant que mine, mais en tant que mémoire. Numéro 8. Calico, Californie, États-Unis. Des collines colorées, des fins en noir et blanc, Calico a obtenu son nom des rochers multicolores dans le désert de Mojave. En 1881, de l'argent a été découvert. Cela a déclenché une frénésie. 500 mines, plus de 24 millions de dollars d'argent extraits du sol en seulement 12 ans. À son apogée, Calico avait des saloons, des hôtels, un marché de viande, un district scolaire et son propre journal. En 1896, les prix de l'argent s'effondrèrent. Au tournant du siècle, Calico était presque vide. Puis vint Walter Knott, oui, le fondateur de Knott's Berry Farm. En 1951, il a acheté Calico et l'a restauré en utilisant de vieilles photos et des souvenirs locaux. En 1966, il l'a donné au comté de San Bernardino. Actuellement, Calico est un parc régional, à la fois parc d'attractions et site d'artefacts. Les touristes marchent sur des trottoirs en bois, autrefois foulés par des mineurs. Vous pouvez encore voir la Silver King Mine, où tout a commencé. Calico n'a pas disparu. Elle a juste changé de costume. Numéro 7. Centralia, Pennsylvanie, États-Unis. Ensuite, il y a Centralia, une ville au-dessus du feu. Fondée dans les années 1860, Centralia se trouvait au-dessus de l'un des plus grands gisements de charbon anthracite de Pennsylvanie. L'exploitation minière prospérait. Mais en mai 1962, un incendie a éclaté dans une fosse abandonnée près de la décharge de la ville. Les flammes ont atteint des veines de charbon souterraines et n'ont jamais cessé de brûler. Les efforts pour l'éteindre ont échoué. Dans les années 1980, les maisons s'enfonçaient, de la fumée s'échappait, des fissures dans la rue et les niveaux de monoxyde de carbone augmentaient dangereusement. Le gouvernement est intervenu. En 1983, 42 millions de dollars ont été alloués pour reloger les résidents. La plupart ont accepté. En 1992, le domaine éminent a été déclaré. Actuellement, seules quelques familles en restent. La plupart de Centralia a disparu. Mais le feu souterrain brûle toujours. Certains disent qu'il pourrait couver encore pendant 250 ans. Les routes sont fissurées, le code postal de la ville a été effacé. Mais le feu, toujours très vivant.
Numéro 6. Kelso, Californie, États-Unis. Kelso n'était pas une ville minière, c'était un arrêt. Fondée en 1905 comme une voie de garage le long du chemin de fer Union Pacific, elle a été construite à cause des sources tant à proximité, les trains à vapeur avaient besoin d'eau, et Kelso l'avait. En 1923, un grand dépôt de style Mission Revival a été construit. Il avait des chambres d'hôtel, un bureau de télégraphe et une cantine qui servait les équipes ferroviaires de passage et les passagers. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les mines de fer voisines ont alimenté l'effort de guerre et la population de Kelso a gonflé à 2000. Mais après la guerre, les trains diesel ont remplacé les trains à vapeur. Les mines ont fermé. Dans les années 1980, le dépôt a été fermé. Kelso a failli disparaître. Mais en 1994, le National Park Service a pris le relais. Après une restauration complète, le dépôt a rouvert en 2005 en tant que centre des visiteurs du Mojave National Preserve. Aujourd'hui, vous pouvez marcher dans les mêmes couloirs où les travailleurs ferroviaires se reposaient autrefois. Un hommage silencieux à la ville qui alimentait les rails. Numéro 5. Plymouth, Montserrat. Certaines villes sont effacées par la cendre. Plymouth, capitale de Montserrat, se trouvait sous le volcan Soufrière Hills, qui avait dormi pendant des siècles. En juillet 1995, il s'est réveillé. Les éruptions ont commencé. Les résidents ont fui, mais l'espoir persistait. Peut-être que le volcan se calmerait. Ce ne fut pas le cas. En 1997, des coulées pyroclastiques ont enterré la ville. Des maisons, des bureaux et le seul port de l'île ont été étouffés sous des cendres chaudes. Plus de 4000 personnes ont dû abandonner leur maison définitivement. Les habitants de Plymouth pensaient more tard que la plaine en dessous du volcan Soufrière Hills était un excellent endroit pour construire leur ville. Le gouvernement du territoire britannique a déménagé vers le nord. Maintenant, Plymouth est un Pompéi moderne. Seuls les sols, les toits émergent de la lave durcie. Les rues sont silencieuses, mais des signes demeurent. Logos de banque, poteaux de circulation, même un tableau de score de cricket. Quelques chercheurs s'y aventurent, portant des masques à gaz. Mais la ville elle-même, interdite. C'est une ville sous la pierre. Numéro 4. Matyat, Turquie. Certaines villes meurent, d'autres sont simplement oubliées, comme Matyat. En 2020, lors de travaux de rénovation dans l'ancienne ville de Midyat, en Turquie, des ouvriers de la construction ont découvert une grotte. Cette grotte a conduit à des tunnels, et ces tunnels ont conduit à des chambres, des dizaines d'entre elles. Les historiens ont rapidement réalisé ce qu'ils avaient en trouvé, une immense ville souterraine. Nommée Maryat, signifiant ville des grottes en assyrien ancien, le site date de près de 2000 ans. Jusqu'à présent, seulement 3% ont été excavés, mais ce qui a été trouvé est stupéfiant. Synagogue, église, maison, puits d'eau, cuisine, chambre de stockage, même des pièces et des outils du 1er au 6e siècle. Les experts croient que Matyaté a abrité jusqu'à 70 000 personnes, en particulier des chrétiens et des juifs fuyant la persécution romaine. Taillée dans le calcaire doux de Midyat, la ville était cachée pendant des siècles. Certains disent qu'elle a été délibérément dissimulée, d'autres pensent que le temps l'a simplement enterrée. Quoi qu'il en soit, elle n'était pas perdue, juste en attente. Numéro 3. Héraclion, Égypte. En parlant d'oubli, que dire d'une ville entière sous l'eau ? En 2000, l'archéologue français Franck Gaudiot a découvert quelque chose d'incroyable dans la baie d'Aboukir, en Égypte. Dans les années 1990, l'archéologue maritime Franck Gaudiot a commencé des investigations qui ont conduit à ces grandes découvertes. Utilisant des sonars et des outils magnétiques, lui et son équipe ont trouvé Tonis Héraclion, une ville perdue sous la mer depuis plus de 12 siècles. Avant Alexandrie, c'était le principal port d'Égypte. Des statues colossales, des ruines de temples et plus de 700 ancres sont enfouies sous 10 mètres d'eau. Une stèle du roi Nectanebo a confirmé que la ville avait 2 noms, Tonis pour les Égyptiens, Héraclion pour les Grecs. Les légendes racontent qu'Hélène de Troie s'y cachait. Certains disaient qu'Hercule était arrivé pour la première fois en Égypte à ce port. Mythe et réalité se sont heurtés et ils avaient en tous deux raison. Seuls 5% ont été excavés jusqu'à présent. Que reste-t-il sous les vagues ? Numéro 2. Oradour-sur-Glane, France. Maintenant, nous allons en France, non pas un fantôme de la nature, mais de l'horreur. Le 10 juin 1944, la SS est venue dans le paisible village d'Oradour-sur-Glane. Ils ont rassemblé les villageois.
205 enfants, 247 femmes, 190 hommes. Les hommes ont été abattus dans des granges. Les femmes et les enfants ont été brûlés vifs dans l'église. Une seule femme, Marguerite Ruffanche, a échappé. Dans l'église, 350 femmes et enfants ont été brûlés vifs. Après la guerre, la France a pris une décision. Les ruines resteraient intactes. Un nouveau village a été construit à proximité, mais l'Oradour d'origine reste tel qu'il était, brûlé, brisé, silencieux. Les touristes y déambulent, mais rien n'y est au vendu. Pas de café, pas de magasin, juste de la mémoire et un rappel glaçant de la rapidité avec laquelle la paix peut être déchirée. Numéro 1, Leptis Magna, Libye. Enfin, nous terminons là où le désert a essayé de cacher l'histoire. Leptis Magna, l'une des plus grandes villes de Rome, a été fondée par des Phéniciens vers 1000 avant notre ère. J'y sais, elle a prospéré sous l'empereur Septime Sévère, mais après la conquête arabe en 642 après Jésus-Christ. Jour après Jésus-Christ, elle a été lentement engloutie par le sable. Dans les années 1920, des archéologues italiens ont découvert ces trésors, y compris l'arc de Septime Sévère en 1928. En 2000, une équipe allemande a trouvé un mosaïque de 30 pieds de long de gladiateurs dans une villa romaine. Les mythes disent que la ville a été cachée pour protéger ses trésors. Mais la vérité, le temps et la négligence ont fait le travail. Actuellement, Leptis Magna est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'une des villes romaines les mieux préservées en Kiswarn. Un bijou perdu, renaissant, lequel de ces lieux vous a le plus hanté? L'un d'eux pourrait-il jamais revenir à la vie? Et combien d'autres sont encore là, oubliés sous nos pieds, parce que le passé n'a pas fini de parler, et nous commençons à peine à écouter?